Bonjour, bienvenue pour une séance de classe inversée. Autrement dit, vous notez le cours à la maison et en classe, on fait des exercices pour s'entraîner au contrôle. Précédemment, nous avions vu les différentes modalités de la reproduction en milieu terrestre et en milieu aquatique. Nous avions vu qu'en milieu terrestre, la fécondation se fait à l'intérieur du corps de la femelle, donc elle est interne, et en milieu aquatique, la plupart du temps, la fécondation se fait à l'extérieur du corps. Le mâle et la femelle rejettent dans le milieu extérieur leurs cellules reproductrices et donc on appelle ça une fécondation externe. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fait que pour que le spermatozoïde puisse rencontrer l'ovule, c'est un petit peu un parcours du combattant. C'est-à-dire que déjà, le spermatozoïde et l'ovule ne sont pas fabriqués par les mêmes individus. Les spermatozoïdes sont fabriqués par les mâles, les ovules sont fabriqués par les femelles. Puis, même lorsque les spermatozoïdes et les ovules ont été rejetés dans le milieu lors de l'accouplement ou lors de la reproduction pour les êtres vivants aquatiques, eh bien, il faut que ces cellules reproductrices puissent se rejoindre. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre, de voir s'il existe des techniques, des mécanismes qui permettent d'améliorer les chances pour le spermatozoïde et l'ovule de se rencontrer. Alors vous allez noter en noir, à la suite de cette conclusion, problématique. Comment les êtres vivants font-ils pour optimiser leurs chances de se reproduire, c'est-à-dire améliorer au maximum leurs chances de se reproduire. N'hésitez pas à mettre pause, à mettre la vidéo en pause, afin d'avoir le temps de recopier. Alors, vous notez à présent en rouge grandi les mécanismes optimisant la reproduction sexuée. Alors, vous allez coller cette partie de document. Alors, nous commençons par l'étude de 3 documents différents sur justement ces mécanismes et ces comportements chez les animaux. Le premier document correspond donc à une espèce d'oiseau qui s'appelle le paon. Alors, sur ce document, nous voyons le paon mâle, ici, qui est en train de faire la roue, et le paon femelle. Alors, il est écrit en dessous. Au printemps, le paon mâle fait la roue pour attirer la femelle. Il déploie en éventail les plumes très colorées de sa queue. Ce comportement est une parade nuptiale. Il précède l'accouplement, c'est-à-dire qu'il se produit avant l'accouplement. Autrement dit, grâce à ses atouts physiques, que d'ailleurs la femelle n'a pas, on voit bien ici chez cette espèce le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que le mâle et la femelle ne se ressemblent pas du tout. Donc grâce à ses atouts physiques, le mâle, en faisant la roue avec ses belles plumes, va essayer d'impressionner, de charmer la femelle, afin que celle-ci accepte l'accouplement en vue donc de la reproduction. Alors, donc pour le deuxième document, c'est un document sur un papillon, le bombix. Alors sur la photo, nous voyons de face un bombix mâle. Nous remarquons ses yeux qui sont ici, et puis de chaque côté de sa tête partent 2 antennes plumeuses. Alors il est noté qu'au printemps, la femelle émet une substance chimique appelée phéromone, qui attire le mâle. Le mâle peut la détecter à plusieurs kilomètres grâce
a ses antennes plumeuses. Leur rencontre rend possible l'accouplement. Alors, dans ce cas de figure, ça ne se passe pas comme pour le paon, c'est-à-dire que là, chez le bombix et d'ailleurs chez la plupart des insectes, c'est la femelle, lorsqu'elle est prête à se reproduire, qui va non pas essayer d'impressionner le mâle par sa beauté, mais fabriquer et émettre dans le milieu des substances appelées phéromones. Alors les phéromones, ça ressemble, c'est un peu comme des odeurs, et qui ne sont pas détectées par les mêmes organes sensoriels. Par exemple, nous n'avons pas l'organe sensoriel, les humains, permettant de détecter les phéromones. Donc nous sommes insensibles aux phéromones. Donc la femelle émet ces phéromones qui vont se dissiper dans l'air. Le mâle, grâce à ses belles antennes, va réceptionner ces phéromones et va suivre le chemin effectué par les phéromones dans l'air. Il va suivre le chemin à l'envers et enfin atteindre la femelle qui, comme elle est prête à s'accoupler, va immédiatement accepter l'accouplement et donc la rencontre des spermatozoïdes et des ovules. Et enfin, troisième cas de figure, donc là c'est une expérience, enfin deux petites expériences qui ont été faites chez des cellules reproductrices d'oursins, l'oursin que nous avons vu précédemment. Alors, dans l'expérience A, on met dans un récipient contenant de l'eau de mer des spermatozoïdes d'oursin. Et on rajoute dans ce récipient une pipette contenant de l'eau de mer. Alors, que remarque-t-on quant à ces spermatozoïdes? Eh bien, on voit que leur direction, ils vont dans des directions tout à fait différentes. Aucun ne se déplace dans la même direction. Autrement dit, ils sont tout à fait indifférents à l'arrivée de cette pipette. Par contre, dans l'expérience B, on met toujours donc, dans ce récipient de l'eau de mer et des spermatozoïdes d'oursin, mais par contre là, on ajoute de l'eau de mer ayant contenu des ovules. Eau de mer ayant contenu des ovules dans cette pipette. On met la pipette dans le récipient et là, que remarque-t-on? Que tous les spermatozoïdes se dirigent vers cette pipette. Alors que peut-on conclure des résultats de cette expérience? Eh bien, que cette eau de mer ayant contenu des ovules doit contenir une substance chimique à l'intérieur qui attire les spermatozoïdes. Et comme elle a contenu des ovules, on peut en conclure par-dessus que ce sont les ovules qui fabriquent cette substance chimique qui attire les ovules. Alors maintenant, nous allons répondre aux questions. Alors, question 1. Expliquez le rôle de la parade nuptiale. Alors, on va répondre à la question. Donc là, vous avez une photo d'un paon mâle blanc qui fait la roue, une autre d'un paon bleu, une photo d'une femelle paon, une photo d'un bombix. Là, on voit parfaitement les magnifiques antennes qui permettent de réceptionner les phéromones. Et on voit même à quel point elles sont disproportionnées par rapport à la tête du mâle, à quel point il est important de pouvoir réceptionner ces phéromones pour la survie de l'espèce. Alors, document 1, donc première question. Expliquez le rôle de la parade nuptiale. Alors, vous notez, la parade nuptiale sert à rapprocher les êtres vivants pour rapprocher les cellules reproductrices mâles et femelles. Deuxième question.
Décrivez comment la femelle Bombix attire le mâle. Alors souvenez-vous, ce n'est pas grâce à l'apparat nuptial, mais à l'émission de phéromones. Alors vous notez petit 2. La femelle Bombix produit des phéromones, égales molécules chimiques, détectées par les antennes du mâle et qui l'attirent à elle. Petit 3. Décrivez et interprétez le résultat de l'expérience du document 3. Alors vous notez, petit 3, les spermatozoïdes sont attirés par la pipette remplie d'eau de mer ayant contenu des ovules. Donc, les ovules produisent et émettent dans le milieu des substances qui attirent les spermatozoïdes. Alors, à présent, nous allons regarder des mécanismes chez les plantes à fleurs, c'est-à-dire le mécanisme qui va permettre la fécondation chez les plantes à fleurs. Alors, premier document, donc c'est une fleur de lys. On voit donc dans cette fleur de lys plusieurs organes. Alors, premièrement, les pétales colorés qui permettent d'attirer les insectes pollinisateurs et à l'intérieur, les organes reproducteurs. Alors, voilà l'organe reproducteur femelle, le pistil, à la base duquel se situe l'ovaire. Et à l'extrémité vont se déposer des grains de pollen, comme on les voit ici. Ces grains de pollen, d'ailleurs, contiennent les cellules reproductrices mâles. Alors, donc, l'ovaire, donc, comme chez les animaux, est l'organe qui produit l'ovule. Alors ici, on voit où est situé l'ovule à l'intérieur de cet ovaire. Il est à l'intérieur, donc, il y a un ovule à l'intérieur de l'ovaire, ou plusieurs, ça dépend. Et autour de cet organe reproducteur femelle, nous avons les étamines, qui sont les organes reproducteurs mâles. Et au sommet des étamines, nous voyons les sacs de pollen. Alors, grâce aux animaux pollinisateurs ou au vent, ces petits grains de pollen vont se retrouver donc au sommet du pistil. Et il va falloir, donc on peut le regarder aussi sur ce schéma, il va falloir que ces grains de pollen, qui contiennent donc les cellules reproductrices mâles, un grain de pollen contient 2 cellules reproductrices mâles, il va falloir que ces cellules reproductrices mâles atteignent l'ovule qui est tout en bas de l'organe reproducteur femelle, à l'intérieur de l'ovaire. Alors comment est-ce possible que des grains de pollen qui soient tout en haut de ce pistil atteignent l'ovule qui est tout en bas? Eh bien, si on fait une expérience et qu'on dépose des grains de pollen dans une boîte de pétri sur un milieu nutritif, on se rend compte que ces grains de pollen fabriquent un tube, un tuyau, ou un tuyau qu'on appelle un tube pollinique. Alors voilà le tube pollinique par exemple fabriqué par ce grain de pollen. Voilà ici un autre tube pollinique. D'accord ? Donc vous voyez, et tous les grains se mettent à fabriquer ces tubes polliniques. Il y en a partout. Alors à quoi va servir ce tube pollinique? Eh bien, si on regarde sur ce schéma, on voit que le tube pollinique va permettre aux cellules reproductrices mâles
de descendre. Donc là, on voit la cellule reproductrice mâle qui est là. Et donc, ça va leur permettre de descendre, de faire un tunnel jusqu'à l'ovule, afin d'atteindre l'ovule et afin qu'ait lieu la fécondation. Qui est noté ici. Alors, donc maintenant nous allons répondre aux questions. Petit 4, expliquez le rôle du tube pollinique dans la fécondation de la plante à fleurs. Alors vous allez noter. Petit 4, chez les plantes à fleurs, l'ovule se situe à la base du pistil, organe reproducteur femelle. Les cellules reproductrices mâles se situent dans les grains de pollen. Il y en a 2 par grain de pollen, portés par les étamines, qui sont les organes reproducteurs mâles. Et vous notez que les grains de pollen sont dispersés par le vent ou les animaux et se retrouvent au sommet du pistil. Pour que les cellules reproductrices mâles puissent rejoindre l'ovule, le grain de pollen fabrique un tube pollinique qui mène les cellules du sommet à la base du pistil. Les cellules reproductrices mâles peuvent ainsi féconder l'ovule. Vous notez ça aussi. Alors, je tiens à préciser que pour que la fécondation, pour que la reproduction ait lieu, il faut que les grains de pollen qui se déposent en haut du pistil ne viennent pas de la même fleur, c'est-à-dire ces grains de pollen-là doivent aller se déposer sur un autre pistil et les grains de pollen qui vont se déposer sur ce pistil doivent provenir d'une autre fleur. Question 5. Précisez le mode de fécondation chez les plantes à fleurs. Justifier égale expliquer votre réponse. Vous notez, petit 5. Chez les plantes à fleurs, les cellules reproductrices mâles entrent dans l'ovaire de la femelle et viennent féconder les ovules. La fécondation est donc interne. Et enfin, conclusion. Les individus mâles et femelles peuvent être attirés l'un vers l'autre grâce à l'émission de molécules, phéromones, ou par leur comportement paranuptial. Les cellules reproductrices peuvent également être attirées l'une vers l'autre, favorisant ainsi la fécondation. Ces mécanismes à l'échelle des individus et des cellules reproductrices favorisent la fécondation. Car il y a donc la paranuptiale et l'émission de phéromones qui sont des mécanismes qui permettent de rapprocher les individus qui fabriquent les cellules reproductrices. Et ensuite, grâce à l'émission de substances chimiques par les ovules qui permettent d'attirer les spermatozoïdes, nous avons des mécanismes également à l'échelle des cellules reproductrices qui permettent de rapprocher les cellules reproductrices. Donc à tous les niveaux, au niveau des individus, au niveau des cellules reproductrices, il y a des mécanismes qui permettent de favoriser la fécondation, qui permettent le rapprochement de ces cellules reproductrices et leur rencontre. Alors à présent, vous collez le schéma bilan. Bien évidemment, avant, j'ai oublié de le préciser, mais il fallait coller les documents sur les plantes à fleurs. Alors, schéma bilan de la reproduction sexuée. Eh bien, tout d'abord, tout en haut, nous avons affaire à la reproduction sexuée. En milieu terrestre ou en milieu aquatique. En milieu terrestre, nous avons besoin d'un accouplement. Alors, bien évidemment, vous remplissez le schéma bilan, vous aussi. En milieu aquatique, nous avons la libération des cellules reproductrices. Alors, d'abord, libération des cellules reproductrices mâles dans l'organisme femelle pour le milieu terrestre. Et en milieu aquatique, libération des cellules reproductrices dans le milieu de vie, donc à l'extérieur
pour la plupart des êtres vivants en milieu aquatique. Après l'accouplement et libération de ces cellules, le spermatozoïde va rejoindre l'ovule. Et c'est la même chose pour le milieu aquatique. Sauf que dans ce cas-là, c'est dans l'appareil génital de la femelle, alors que là, c'est dans le milieu aquatique. Cela aboutit à la fécondation, union des cellules reproductrices. Pour le milieu terrestre, la fécondation est interne. Pour le milieu aquatique, la fécondation est externe. Mais dans tous les cas, cela aboutit à une cellule œuf qui, en se divisant à de multiples reprises, permettra la formation d'un nouvel individu issu de la reproduction sexuée.